En règle générale, lorsque quelqu'un prend le temps de vous concocter un bon petit plat maison, c'est un signe que cette personne vous apprécie. Mais dans certaines exceptions, comme notre affaire d'aujourd'hui, vous verrez qu'un repas qui semble avoir été concocté avec amour peut en réalité cacher un plan machiavélique. Salut à tous, j'espère que vous portez bien et que vous êtes prêts pour notre affaire du jour. Affaire qui a d'ailleurs été communément appelée par les médias australiens l'affaire du meurtre à la purée de pommes de terre. Et croyez-moi, ce nom plus qu'étrange cache une histoire qui l'est encore plus. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse à présent vous installer confortablement pour découvrir l'affaire du meurtre à la purée de pommes de terre. Notre affaire du jour nous emmène sur les terres australiennes et plus spécifiquement dans la ville de Newcastle qui est située dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Newcastle est une grande ville où les buildings, les parcs et les plages se marient à la perfection et qui est d'ailleurs connue pour sa qualité de vie fantastique. Et c'est dans cette ville portuaire qu'est née la jeune Sarah Renée Tarrant. Les parents de Sarah sont séparés, elle est donc entièrement élevée par sa mère qui a plutôt tendance à surprotéger sa fille. Alors que Sarah n'est âgée que de 14 ans, elle annonce à sa mère avoir un petit ami. Et vous pouvez l'imaginer, auprès de cette mère poule, la nouvelle ne va pas du tout bien passer. Et lorsqu'elle ajoute que ce fameux petit ami est de 10 ans plus vieux qu'elle, alors là sa mère explose totalement et lui demande d'immédiatement couper les ponts avec ce garçon. Et attendez, ça n'est pas fini, car en plus d'avoir 10 ans de plus qu'elle, c'est-à-dire qu'elle avait 14 ans, il en avait 24, il faisait partie d'un gang de motards. Il ne marque clairement aucun point auprès de la mère de Sarah. Mais Sarah, comme toute jeune adolescente de 14 ans follement amoureuse, n'en fait qu'à sa tête et décide de poursuivre cette relation, même si cela implique qu'elle devra se disputer avec sa mère à ce sujet absolument tous les jours. Mais au bout d'un an, Sarah ne supporte plus de se prendre la tête constamment avec sa mère et décide de tout simplement rassembler ses affaires et de partir vivre aux côtés de son petit ami et de la mère de ce dernier. Petit ami qui se trouve donc être un homme de 24 ans du nom de Alois Rez, vivant lui aussi à Newcastle aux côtés de sa mère et maintenant aux côtés de sa petite amie qui est d'ailleurs âgée de seulement 15 ans à ce moment-là. Je tiens à le rappeler et à insister là-dessus, elle n'était qu'une adolescente. Au vu de leur différence d'âge et surtout du très jeune âge de Sarah, absolument personne dans leur entourage ne mise un seul centime sur cette relation. Ils sont persuadés que cela ne va pas durer et qu'il ne s'agit là que d'une amourette. Et pourtant, quelques mois seulement après son déménagement aux côtés d'Alois, Sarah tombe enceinte et donne naissance à leur premier enfant à l'âge de seulement 16 ans. Dans la foulée, elle tombe de nouveau enceinte et une fois encore, et encore une autre fois, et une quatrième fois, et finalement, en 8 ans seulement de relation, Alois et Sarah deviennent parents de 4 enfants. Malgré le fait que leur mode de vie ait radicalement changé et que Sarah ne soit qu'au début de sa vingtaine lorsqu'elle donne naissance à son 4e enfant, le couple semble plutôt heureux et plutôt bien s'en sortir dans la vie. Mais l'une des choses qui est assez compliquée à gérer pour le couple se trouve être le passé d'Alois. Car comme je vous l'ai dit, lors de leur rencontre, il était impliqué dans un gang de motards plutôt dangereux de la région. Il en avait fait partie depuis son adolescence, mais à la naissance de son premier enfant, il a décidé de mettre cela derrière lui et de quitter le gang. Décision qui va être très compliquée à prendre pour lui, car ce genre de gang, qui est comme je l'ai dit plutôt dangereux, on ne le quitte pas comme ça du jour au lendemain, sans s'attendre à des représailles. Car Alois connaissait tous les plus sombres secrets des membres et était bien au courant des activités criminelles auxquelles le gang s'était livré au fil des années. Il était donc très risqué pour lui d'en sortir, car au vu de toutes les informations extrêmement confidentielles qu'il avait en sa possession, il aurait été très facile pour les membres du groupe de décider de tout simplement l'éliminer pour se protéger. Immédiatement après avoir pris cette décision, la famille décide de déménager et de quitter Newcastle pour aller s'installer à Dubbo, une ville située à plus de 400 km de là. Mais le temps de se trouver un logement, le jeune couple et leurs 4 enfants résident temporairement au domicile d'un ancien ami de la mère d'Alois, un homme de 51 ans du nom de Raymond Roth. Raymond a vu grandir Alois et a fait partie de sa vie pratiquement toute son enfance. Il est donc ravi de le retrouver et de voir l'homme et le père de famille qu'il est devenu.
Le cinquantenaire était ravi d'accueillir du monde chez lui, car il était récemment veuf, sa femme avait perdu la vie d'un cancer quelques mois plus tôt seulement, la compagnie d'Aloïs, Sarah et leurs 4 enfants lui faisait donc le plus grand bien et lui permettait d'éviter de repenser à cette tragédie. Et pendant ce temps où ils vivent tous sous le même toit et où la famille recherche un logement, Aloïs et Raymond recréent de nouveau des liens extrêmement forts. Ils passent leur journée ensemble à regarder des matchs de foot à la télévision, à aller dans des bars de la ville pour boire des bières ensemble et à parler de tout et de rien. Mais finalement, 10 jours seulement après leur arrivée à Dubbo, il est temps pour Raymond et Aloïs de se séparer car le jeune couple a finalement trouvé une maison qui ne se trouve d'ailleurs qu'à quelques rues de chez Raymond. La maison est cependant en piteux état. Le jeune couple et leur nouvelle amie vont donc passer des journées entières à la rénover entièrement pour que la petite famille puisse enfin y emménager. Quelques semaines plus tard, les travaux sur la maison sont achevés et il est temps pour Sarah et Aloïs de démarrer enfin leur nouvelle vie à Dubbo. Et Raymond de son côté doit de nouveau apprendre à vivre seul. Mais il ne va pas rester seul très longtemps. Car ses retrouvailles avec Aloïs lui auront permis de rencontrer la jeune Sarah, avec qui il tisse très rapidement des liens plutôt forts. Sarah et Raymond ont immédiatement accroché, et même après avoir quitté la maison du cinquantenaire, ils ne vont cesser de s'écrire absolument tous les jours. Sarah commence à se confier de plus en plus à Raymond et lui admet notamment ne plus être heureuse aux côtés d'Aloïs depuis déjà bien longtemps et ne plus supporter sa fainéantise. Et ce qui ne va clairement pas aider à la situation, c'est qu'à la fin de l'année 2012, un autre ami d'Aloïs, du nom de Hamish, se retrouve sans emploi et a énormément de mal à payer ses factures. Aloïs va alors l'inviter à venir vivre sous son toit, mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, la maison est déjà plutôt bien remplie, car il y a Aloïs, Sarah et leurs 4 enfants. Il passe donc très rapidement de 6 personnes vivant sous le même toit à 8. Et cette décision va d'autant plus agacer Sarah, qui ne supporte plus à ce moment-là de vivre sous son propre toit, car elle a l'impression que sa propre maison ne lui appartient plus. Et pour se changer les idées, elle passe de plus en plus de temps à discuter avec Raymond et à lui rendre visite. Et très rapidement, leur relation amicale prend un tournant total et vire en relation intime. Tout commence avec de simples messages, puis des photos assez explicites envoyées d'un côté comme de l'autre, pour terminer 3 mois plus tard en relation extra-conjugale. Sarah et Raymond vont ainsi se voir pratiquement tous les jours derrière le dos d'Aloïs, parfois chez Raymond, parfois dans des motels de la ville ou encore même sous des ponts. Ils tentent aussi bien que possible de garder leur relation secrète et prétendent n'être rien d'autre que de très bons amis lorsque Raymond vient rendre visite à la petite famille. Elle lui écrit de longues lettres d'amour, des messages à l'intérieur desquels elle lui dit avoir trouvé à ses côtés sa raison de vivre et vouloir rester avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Et Raymond de son côté ressent exactement la même chose et ne cesse de lui répéter d'ailleurs qu'il pense être un bien meilleur père pour ses enfants que ne l'est Aloïs. Il était clair, aussi bien pour l'un que pour l'autre, qu'ils étaient faits pour être ensemble. Mais à chaque fois que Raymond essayait d'aborder le sujet et de demander à Sarah quand est-ce qu'elle allait enfin quitter Aloïs pour qu'ils puissent vivre ensemble, la jeune femme esquivait la discussion et changeait complètement de sujet. Mais bien rapidement, la réalité va la rattraper, car en juin 2013, Sarah apprend être enceinte de son 5e enfant. Mais elle réalise cependant qu'il est absolument impossible que cet enfant soit d'Aloïs, mais qu'elle est bel et bien enceinte de Raymond. Elle réalise que cette relation secrète ne va malheureusement plus pouvoir le rester bien longtemps. Et lorsqu'elle annonce la grande nouvelle à Raymond, ce dernier est ravi, mais lui donne cependant un ultimatum. Elle a 3 semaines pour dire toute la vérité à Aloïs et le quitter, sans quoi leur relation est terminée. Sarah réalise donc qu'elle n'a plus aucune option devant elle et qu'il lui faut prendre une décision. Que ce soit celle de rester avec Aloïs, la personne avec qui elle a vécu durant plus de 10 ans et avec qui elle a 4 enfants, mais qui la rend si malheureuse, ou avec son nouvel amour, un homme de pratiquement 30 ans son aîné, qu'elle a rencontré seulement quelques mois plus tôt, mais qui la rend plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été. Mais alors que les 3 semaines d'ultimatum données à Sarah par Raymond sont sur le point de se terminer, une énorme altercation entre Sarah et Aloïs éclate. Au début du mois de juillet 2013, Raymond rend visite au couple et Aloïs remarque immédiatement les petits regards que sa femme et son ami s'échangent et les petits sourires en coin qui ne cessent de se faire. Il comprend très rapidement que quelque chose se passe derrière son dos et qu'ils partagent probablement bien plus qu'une simple amitié.
Une fois Raymond rentré chez lui, Aloïs expose cela à sa femme pour voir quelle sera sa réaction. Et immédiatement, la culpabilité se lit sur son visage. Aloïs devient fou de rage. Il se met à hurler au travers de la maison et s'attaque très violemment à sa femme, la tirant par les cheveux à travers le couloir de leur maison et la poussant contre les murs. Sarah est heureusement capable d'aller s'enfermer dans sa chambre et envoie immédiatement un message à Raymond pour l'informer de ce qui est en train de se passer et pour lui demander de bien vouloir contacter la police aussi rapidement que possible, car à ce moment-là, la jeune femme craint réellement pour sa vie et pour celle de ses enfants. Raymond n'attend pas une seconde et contacte les autorités. Il se dit à ce moment-là que cet événement terrible est l'excuse parfaite pour que Sarah quitte enfin Aloïs et vienne vivre à ses côtés. D'après lui, il n'y a aucune chance que Sarah retourne vivre avec son mari abusif après ce qui vient de se passer. Cependant, il ne pouvait pas avoir plus tort que cela, car lorsque les autorités arrivent sur place et que les policiers interrogent Sarah concernant l'attaque dont elle vient juste d'être la victime, la jeune femme est prise de remords et leur dit qu'il ne s'agissait là de rien de bien grave, mais d'une simple dispute et qu'il n'y avait aucune raison d'être alarmée. Elle rassure les officiers que tout va bien et leur demande de partir. Et lorsque Raymond apprend cela, il ne prend pas du tout bien la nouvelle. Il explique à Sarah que si Aloïs reste dans leurs jambes, ils ne seront jamais capables de vivre cette belle vie heureuse et tranquille dont ils rêvent tant tous les deux. Il insiste et lui répète qu'il faut qu'Aloïs sorte de leur vie une bonne fois pour toutes. Il la rassure et lui dit qu'il a un plan pour cela. Un plan infaillible qui leur assurera de ne plus jamais avoir à se soucier d'Aloïs. Il lui dit qu'il va lui-même prendre les choses en main, mais qu'il va cependant avoir besoin d'un petit coup de main de la part de Sarah pour cela. La jeune femme ne pose pas plus de questions et accepte immédiatement de lui venir en aide. Et c'est le 29 juillet 2013 que Sarah et Raymond mettent leur plan à exécution. Raymond tend à Sarah un petit sac rempli de somnifères et lui donne pour instruction de disperser le contenu de ses pilules à l'intérieur d'une boisson ou de nourriture qu'elle servira à Aloïs. Une fois Aloïs totalement endormie, Raymond se rendra chez le couple et se débarrassera définitivement de lui. Ce soir-là, Sarah se met au fourneau et prépare à manger pour toute sa petite famille, y compris Amish et son fils, qui, je vous le rappelle, à ce moment-là, vivent toujours sous le même toit qu'eux. Elle réfléchit longuement à un plat qu'elle pourrait cuisiner, à l'intérieur duquel il lui serait facile de cacher les fameuses pilules. Et c'est alors que lui vient la brillante idée d'écraser les somnifères et de les mélanger à de la purée de pommes de terre. Elle prépare donc le repas et s'assure de mettre de côté la portion qui est destinée à son mari. Elle réussit sans le moindre souci à mélanger les pilules écrasées à la purée sans qu'il soit possible de remarquer quoi que ce soit à l'œil nu. Tout le monde se met alors à table et termine son assiette, y compris Aloïs. Sarah attend alors patiemment que les pilules fassent leur effet et tient en attendant très fermement en main son téléphone portable, prête à contacter Raymond dès l'instant où Aloïs sombrera dans un profond sommeil. Mais les heures passent et la jeune femme commence à s'impatienter. Son mari démontre des signes de fatigue évidents, mais il résiste et ne semble pas vouloir s'endormir. Puis finalement, d'un seul coup, il est comme totalement assommé. Il se lève alors de son siège et informe sa femme ainsi que son ami Amish qu'il monte dans sa chambre se reposer car il ne se sent pas très bien. Amish s'inquiète alors pour son ami et va à plusieurs reprises demander à Sarah ce qui peut bien lui arriver et s'il ne devrait pas peut-être appeler un médecin. Bien évidemment, Sarah minimise la situation au maximum, assurant à Amish qu'il ne s'agit probablement là que d'un coup de fatigue et qu'après une bonne nuit de sommeil, Aloïs serait de nouveau sur pied. Plusieurs heures plus tard, alors qu'Aloïs est profondément endormie et que tout le monde se trouve dans sa chambre, Sarah envoie un message à Raymond, le fameux message tant attendu, l'informant qu'il est temps pour eux de mettre leur plan à exécution. Raymond lui répond en quelques secondes seulement et lui demande de bien vouloir déverrouiller la porte d'entrée de leur maison, de couper les caméras de surveillance donnant sur cette fameuse porte d'entrée, d'éteindre les lumières automatiques qui se trouvent à l'intérieur de la maison et de bien vouloir placer une serviette sous le corps d'Aloïs à l'endroit exact où il est allongé. Et Sarah, qui n'a à ce moment-là toujours aucune idée de ce que Raymond a derrière la tête, obéit sans poser de questions et suit ses directives à la lettre. Aux alentours de 2 heures du matin, Raymond passe la porte de la maison et demande à Sarah de bien vouloir se montrer le plus silencieuse possible et de bien vouloir aller s'installer dans la pièce voisine, pendant que de son côté, il entre dans la chambre du couple, où à ce moment-là, seule Aloïs se trouve, plongée dans un sommeil extrêmement profond des suites de son ingestion de pilules.
Raymond reste plusieurs minutes à l'intérieur de la chambre conjugale avant de n'en ressortir tout en traînant derrière lui le corps d'Aloïs. Sarah l'observe sans prononcer le moindre mot et le suit jusque sur le pas de la porte alors que Raymond traîne toujours le corps de son mari jusqu'à sa voiture. Ayant du mal à placer le corps d'Aloïs à l'intérieur du coffre de sa voiture tout seul, Raymond demande à Sarah de bien vouloir l'assister et toujours sans dire le moindre mot, la jeune femme s'exécute. Elle attrape les pieds de son mari et aide son amant à le placer à l'intérieur du véhicule. Raymond remercie Sarah et lui demande de bien vouloir rentrer, aller se coucher et au petit matin prétendre que tout ceci n'a jamais eu lieu. Il monte ensuite à bord de son véhicule et disparaît. Sarah obéit et va se coucher à l'intérieur du lit dans lequel son mari vient très probablement d'être assassiné avant de ne se lever aux aurores et de préparer le petit déjeuner pour ses enfants dans le plus grand des calmes. Ce matin-là, personne ne se pose la moindre question concernant l'endroit où se trouve Aloïs, car il avait pour habitude de partir très tôt le matin et ne rentrait parfois pas à la maison durant plusieurs jours de suite. Personne n'est donc inquiet de ne pas le voir à la table du petit déjeuner ou même du souper ce soir-là. Dans la journée, Sarah va acheter de nouveaux draps et change entièrement le lit. Mais en dehors de cela, elle ne laisse rien paraître et agit de manière extrêmement naturelle, pas le moins du monde inquiète pour son mari. Et même lorsque Hamish lui demande si Aloïs se sentait mieux et s'était remis de cette fameuse fatigue plutôt étrange qu'il avait ressentie la veille, elle lui sourit et lui répond que oui. Finalement, les jours passent et son ami Hamish commence de plus en plus à s'inquiéter pour lui. Il tente donc de le joindre à de nombreuses reprises sur son téléphone portable, mais tous ses appels restent sans réponse, ce qui va d'autant plus l'inquiéter. Ce qu'il ne savait pas cependant, c'est que le téléphone portable d'Aloïs était maintenant en la possession de Raymond, qui avait pris le temps de récupérer tous les effets personnels de sa victime, tels que donc son téléphone portable, ses clés et son paquet de tabac, pour que sa disparition ne soit pas trop suspicieuse aux yeux des policiers, et qu'ils se disent qu'Aloïs a probablement décidé de partir de lui-même. Mais 5 jours plus tard, Hamish, qui est de plus en plus inquiet, décide de contacter la famille d'Aloïs, notamment sa mère et sa tante, dont il était très proche, pour savoir si ces derniers avaient eu des nouvelles de lui durant les jours qui venaient de s'écouler. Mais absolument personne n'avait eu de nouvelles d'Aloïs depuis cette fameuse soirée du 29 juillet 2013. La mère d'Aloïs est totalement paniquée et décide de contacter la police pour le déclarer comme ayant disparu. Et lorsque cette nouvelle arrive jusqu'aux oreilles de Sarah, elle réalise qu'il lui faut agir et très rapidement. Car s'il y a bien une personne qui aurait dû remarquer son absence et en notifier la police, c'est bien elle. Elle contacte donc Raymond et pour éviter d'être soupçonnée de quoi que ce soit, ils se rendent tous les deux à la station de police la plus proche, prétendant être terriblement inquiets pour Aloïs. Sarah joue alors le rôle de la femme complètement désemparée et se met à pleurer tout en implorant les policiers de bien vouloir l'aider à retrouver son mari. Et lorsque les policiers lui demandent si son mari avait des ennemis connus qui auraient pu lui en vouloir au point de le faire disparaître, elle saute sur cette occasion et n'hésite pas à mentionner le passé de membres de gang d'Aloïs. Le gang en question était très connu des policiers, qui étaient bien au courant du danger que quitter un groupe tel que celui-ci pouvait représenter. Sarah va donc les pousser vers cette piste et va insister sur le fait que lorsqu'elle était allée se coucher, Aloïs se trouvait à ses côtés, mais au réveil, il avait totalement disparu. Elle est donc persuadée qu'il a été enlevé durant la nuit. Mais même si les policiers vont durant un instant considérer cette piste, ils vont très rapidement réaliser que quelque chose cloche totalement dans cette histoire. Tout d'abord, comment est-ce que des intrus auraient été capables de s'infiltrer à l'intérieur du domicile de la famille en plein milieu de la nuit, tout en sachant que 7 personnes, 8 avec Aloïs, se trouvaient sous le même toit? Il est absolument impossible que personne n'ait entendu quoi que ce soit. Notamment Sarah, qui dormait à ce moment-là juste à côté de lui dans le même lit. C'est impossible qu'elle n'ait pas remarqué quoi que ce soit si effectivement quelqu'un était dans sa chambre en train d'enlever son mari. En plus de cela, à ce moment-là, Aloïs avait déjà quitté le gang depuis plusieurs années. Généralement, dans un cas tel que celui-ci, si les membres d'un gang ont envie de faire taire quelqu'un, ils vont s'en débarrasser dans les jours ou maximum les semaines suivant son départ, mais pas des années entières plus tard. Les policiers commencent leur investigation en fouillant le domicile que partagent Sarah et Aloïs, et très rapidement tombent sur le portefeuille du jeune homme, incluant toutes ses pièces d'identité et ses cartes de crédit. À leurs yeux, il est donc tout à fait impossible qu'il ait décidé de lui-même de partir sans avoir emporté ses papiers.
Mais vu qu'il ne croit pas non plus à la théorie de l'enlèvement, il décide de questionner Sarah pour en savoir un petit peu plus sur le mode de vie du jeune homme. Mais durant son interrogatoire, au plus les policiers lui posent des questions, au plus Sarah semble nerveuse et semble démontrer de très clairs signes de culpabilité. Et rapidement, les policiers apprennent que Sarah et Raymond, l'ami de la famille, entretiennent une liaison depuis déjà plusieurs mois, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise car lorsqu'ils saisissent les téléphones du couple, ils découvrent que le nom de Sarah dans le téléphone de Raymond a été enregistré sous Hot Sexy Yummy Mommy, soit chaude, sexy, délicieuse maman. Ouais. Leur liaison secrète étant révélée au grand jour, les radars des policiers sont immédiatement pointés sur le couple. Leur liaison est un motif suffisant pour avoir potentiellement tenté de se débarrasser d'Aloïs. Les messages que Raymond et Sarah se sont envoyés ces derniers mois sont tous analysés, et notamment ceux de cette fameuse nuit, où étrangement ils ont énormément échangé, et notamment concernant l'état de santé d'Aloïs. Dans l'un des messages, Sarah mentionne des pilules, écrivant, et je cite, « J'ai hâte que les pilules fassent leur effet et qu'ils perdent enfin conscience ». Ce qui va mettre immédiatement la puce aux oreilles des policiers qui vont tout de suite comprendre que Aloïs a été intoxiquée. Les policiers savent qu'ils tiennent bel et bien là leur coupable dès l'instant où ils tombent sur l'échange dans lequel Sarah informe Raymond que son mari est bel et bien endormi et lui demande de venir chez elle au milieu de la nuit. Ce à quoi son amant lui répond de bien vouloir déverrouiller la porte d'entrée, éteindre les caméras de surveillance. Pourquoi est-ce qu'il voudrait éteindre les caméras de surveillance s'il n'avait rien à se reprocher ? Couper les détecteurs de mouvement et placer une couverture sous le corps d'Aloïs. Les policiers n'ont pas le moindre doute, il s'agit là d'un meurtre prémédité. Il y a donc de très fortes chances pour qu'Aloïs ne soit malheureusement plus en vie. Maintenant qu'ils tiennent leur coupable, il leur faut trouver des indices suffisants pour incriminer le duo de la disparition d'Aloïs. Et surtout, découvrir ce qui est arrivé à Aloïs. Est-ce qu'il est peut-être toujours en vie? Et s'il ne l'est pas, où est son corps? La maison est donc de nouveau fouillée, à la recherche d'indices plus précis encore cette fois-ci, et c'est du sang qui va être découvert sur le pas de la porte. Les traces de sang sont immédiatement envoyées dans un laboratoire pour être examinées, et il ne va pas prendre longtemps avant qu'elles ne reviennent positives. Il s'agit bel et bien là de sang appartenant à Aloïs. C'est ce détail qui va permettre aux policiers d'affirmer pratiquement à 100% qu'il s'agit là d'un homicide et qu'il y a donc très peu de chances pour qu'Aloïs soit retrouvée en vie. La voiture de Raymond est elle aussi fouillée entièrement et à l'intérieur du coffre est découvert du sang appartenant de nouveau à Aloïs ainsi qu'un petit sac rempli de somnifères. Ce même jour, un pêcheur qui se trouvait sur un lac à quelques kilomètres de Debo contacte la police après avoir aperçu une couverture flotter à la surface de l'eau. Ne sachant pas de quoi il s'agissait ou si la fameuse couverture contenait peut-être quelque chose à l'intérieur, il a préféré immédiatement informer les autorités. La couverture est testée et de l'ADN appartenant à Raymond ainsi que des poils qui proviennent du chien de Raymond sont retrouvés dessus. Les policiers fouillent alors entièrement la zone en se disant qu'il y avait de fortes chances pour que cette fameuse couverture soit reliée à la disparition d'Aloïs et que son corps a donc peut-être été abandonné ou enterré non loin de là. Malheureusement cependant, rien ne va être découvert. Sarah et Raymond sont de nouveau interrogés et face à toutes ces preuves concrètes, il leur est plus que difficile de continuer de mentir. Et à force d'insister, les policiers finissent par faire craquer Sarah qui admet être effectivement responsable dans la disparition de son mari. Elle leur explique alors tout, détaillant le plan que Raymond avait concocté et dont elle n'était finalement pas totalement au courant. Tout ce qu'elle sait, c'est que son amant lui a donné un grand nombre de somnifères qu'il lui a demandé de cacher dans la nourriture de son mari. Après quoi, tout ce qui a eu lieu entre le moment où Raymond est arrivé chez elle et le moment où il est reparti avec le corps d'Aloïs, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. La seule chose qu'elle est capable d'assurer aux policiers, c'est que lorsque Raymond traînait derrière lui le corps d'Aloïs, le jeune homme semblait être mort et non inconscient. Elle n'a cependant aucune idée de la manière dont Raymond a opéré pour lui ôter la vie. Elle admet tout de même que les draps du lit étaient remplis de sang et que c'est la raison pour laquelle elle a dû les changer le lendemain et s'en débarrasser. Sarah va alors se mettre à pleurer et assurer n'avoir jamais voulu faire le moindre mal à son mari, mais avoir tout simplement essayé de lui faire peur.
Lorsque les policiers lui demandent où, d'après elle, est-ce que Raymond a abandonné le corps de son mari, ou si elle a le moindre indice leur permettant de le retrouver, elle assure ne pas en avoir la moindre idée, car Raymond et elle n'ont jamais discuté de nouveau de cette fameuse soirée après le meurtre, et se sont contentés de prétendre que rien n'était arrivé. Mais alors que Sarah est en train de tout confesser, dans la pièce voisine, Raymond de son côté continue de nier en bloc son implication dans le meurtre d'Aloïs. Même si malheureusement le corps d'Aloïs n'a pas été retrouvé, à ce niveau de l'enquête, les policiers ont assez d'informations pour leur permettre de procéder officiellement à l'arrestation de Sarah et de Raymond. Le duo va rester derrière les barreaux jusqu'à l'année 2018, lorsque leur procès commence. Raymond Roff est immédiatement reconnu de meurtre avec préméditation et reçoit pour cela une sentence de 32 ans derrière les barreaux, avec un minimum de 24 à servir avant de ne pouvoir faire appel. Et étrangement, Raymond va immédiatement faire appel après avoir reçu sa sentence, affirmant que cette dernière était bien trop sévère. Et à la surprise générale, la Cour de justice a admis que, effectivement, 32 ans c'était peut-être un peu beaucoup, et ont donc décidé de réduire sa sentence à 25 ans, avec un minimum de 18 ans à servir. En ce qui concerne Sarah par contre, ça va être un petit peu plus compliqué, car même si effectivement elle est elle aussi coupable dans le meurtre de son mari, il a été effectivement prouvé qu'elle ne se trouvait pas dans la pièce lorsque Raymond a ôté la vie à Aloïs. Cependant, elle a tout prémédité avec lui et l'a assisté à de nombreuses reprises. Elle a donc finalement été reconnue coupable d'homicide involontaire du fait qu'elle ait été diagnostiquée comme mentalement instable et qu'elle ne comprenait pas pleinement ce qui se passait lors du meurtre de son mari. Elle a tout de même été condamnée à 10 ans et 8 mois de prison avec un minimum de 8 ans ferme. Et je vous rappelle un détail qui est tout de même assez important. Au moment de son arrestation, Sarah était enceinte de Raymond. Elle a donc donné naissance à un enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille car l'information n'est pas disponible en ligne, mais sachez que cet enfant est, depuis sa naissance, élevé par la mère de Sarah. Cela fait aujourd'hui plus de 10 ans que Aloïs Rez a été assassinée et que son corps n'a jamais été découvert. Raymond de son côté continue de nier son implication dans cette disparition et refuse de donner la moindre indication sur l'endroit où il se trouve. Et voilà qui conclut notre affaire du jour. Et j'espère sincèrement que le corps d'Aloïs va finir par être découvert, ne serait-ce que pour sa famille et pour que ses enfants puissent finalement faire leur deuil. Laissez-moi vos retours sur cette histoire dans les commentaires de la vidéo et n'hésitez pas aussi à me partager les affaires dont vous souhaiteriez que je parle sur ma chaîne. Merci comme toujours d'avoir été présent et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée et à activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!